Smart Rebond en partenariat avec Cegid. Salut à tous, salut les amis, on est de retour pour un nouveau numéro de Smart Rebond en partenariat avec Cegid et donc celui-là consacré aux ressources humaines et c'est Marc Bruzo qui va nous accompagner pendant cette demi-heure passionnante, je n'en doute pas Marc. Bonjour Stéphane. Donc vous êtes le patron de la BU, alors Human Capital Management, c'est ça? Exactement, HCM. HCM. Donc en français, paye et gestion des ressources humaines. Oui, mais moi, un temps. Moi j'ai depuis, alors ça a quoi? Elle a 5-6 ans, on parle de capital humain. Et je comprends que ça puisse choquer d'ailleurs, il y a un côté. Mais non, il faut surtout pas. Moi j'adore cette expression de capital humain parce que depuis 30 ans, les entreprises ont appris à valoriser le capital financier. Il est temps qu'elles apprennent à valoriser le capital humain et je crois qu'elles en sont toutes persuadées maintenant. Absolument, tout à fait. Bon, comme à chaque fois pour Smart Rebond, on va démarrer par quelques infos dans le secteur qui nous intéresse, en l'occurrence le secteur des ressources humaines, et on fait ça avec Cécilia Sévéry. Oui, et on commence avec le télétravail. Syndicats et patronat sont tombés d'accord. Après l'avis favorable de la CGT sur le contenu du diagnostic, le patronat a cédé et il autorise l'ouverture d'une négociation. Le but, fixer des règles et des droits nouveaux sur le télétravail, une négociation réclamée depuis juillet dernier par les syndicats. Un accord ni normatif, ni prescriptif en raison de la diversité des situations qui touchera, on le rappelle, 5 millions de salariés. Un nouveau bal de réunion est donc programmé. La première aura lieu le 3 novembre et la suivante le 23 novembre. Et puis, deuxième information de ce journal, la crise aura un impact fort sur le salaire des cadres en 2020. C'est ce que nous révèle la dernière étude de l'APEC. L'an dernier, la rémunération brute annuelle médiane était de 50 000 € par an. Mais avec la crise sanitaire, l'APEC s'attend à une baisse du salaire médian des cadres cette année, du jamais vu depuis 2009. Première victime, les cadres commerciaux et ceux des grandes entreprises. La crise devrait aussi ralentir les hausses de salaire individuelles ou collectives, mais aussi la réduction des inégalités femmes-hommes. Et puis enfin, en cas de chômage, le retour à l'emploi s'accompagne parfois d'une baisse de rémunération. Et pour finir, ne dites plus chômage partiel, dites APLD, l'activité partielle de longue durée. Elle remplace le dispositif de chômage partiel annoncé en juillet. L'APLD est en vigueur jusqu'à l'été prochain à 84% du salaire net. Le taux du reste à charge des employeurs est lui maintenu à 15%. Ce dispositif devrait encore couvrir 500 000 personnes l'an prochain, ce qui devrait permettre aux entreprises de pallier une baisse durable de leurs activités. Voilà pour les informations. Alors, vous avez vu peut-être un petit bug entre la date. C'est quoi les dates que tu as données, Cécilia, pour les balles de négociation? Tu as dit le 2 et on a vu afficher le 3 ou tu as dit alors, le 3 novembre, oui, le 3 novembre et le 23 novembre. Et on a vu afficher le 2, mais c'est que nous avons anticipé la nuit de négociation. Voilà. Donc ça peut être à la fois et le 2 et le 3, ne croyez pas que ce soit une erreur. C'est la question du salaire des cadres qui vous fait réagir, Frédéric? Marc. Marc, pardon, Marc. C'est la question du salaire des cadres qui vous fait réagir. Oui, le télétravail et le salaire des cadres. Le salaire des cadres, oui, je pense qu'il n'y a pas de secret. Moins d'activité, moins de ventes, moins de commissions, moins de primes. On est sur... mais quand même, il y a 6 mois, le même Marc Bruzo nous aurait dit on est sur un métier en tension, c'est la guerre des talents. Et donc, je comprends ces prévisions. Je vais vous dire mon sentiment, j'attends de voir si les cadres vont pas être en mesure de défendre leur bout de gras. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous avez raison. Il y a quand même eu, avec ce que l'on a vécu ces mois derniers, quelque chose s'est gelé pendant un certain temps. Moins de mobilité dans l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, moins de promotion. Ça, ces deux facteurs-là sont des accélérateurs de rémunération. Cette année, il y en aura moins que les années précédentes. Après, j'ai lu cette étude et il y a une bonne nouvelle dans cette étude, Stéphane. Celle qui consiste à dire que le salaire des hommes a augmenté en moyenne de 1,7% en 2019, celui des femmes de 4,7%.
Donc ça veut dire qu'on est sur une phase de rattrapage. Ça, c'est l'effet de l'index homme-femme. Ah oui, absolument. Oui. Vous savez, alors là-dessus, tiens, on en parlera avec Valérie qui sera avec nous, la DRH de Price, parce que pour le coup, enfin PwC maintenant, parce que pour le coup, je pense qu'elle est concernée. Là-dessus, moi, j'ai lu des études très iconoclastes qui disent l'une des grandes raisons de la différence salariale homme-femme, c'est que les femmes, en fait, sont beaucoup moins agressives sur la demande d'augmentation que les hommes. Il y a effectivement des ruptures de carrière, mais il y a aussi quelque part une idée que les femmes vont finalement un peu moins au combat pour aller négocier leur salaire que les hommes, et que là-dessus, elles devraient peut-être modifier leur comportement. C'est pas ce que vous avez remarqué, vous? Écoutez, mon expérience personnelle en tant que manager, Stéphane, j'ai pas augmenté majoritairement ceux qui ont le plus insisté. Donc, il y a un peu de ce phénomène, mais je ne crois pas que ce soit le phénomène majeur. Bonne réponse. Bon, on va débattre maintenant de tout cela. On va débattre de la situation des ressources humaines post-Covid, on va le dire comme ça. Est-ce qu'il y a des choses qui ont radicalement changé et vraiment changé? On en a la conviction, je crois, tous les deux. Donc, on va discuter de tout ça avec Valérie Vézinac, qui est la DRH de PwC et qui va venir nous voir tout de suite. Donc notre débat, les RH post-Covid, débat donc avec Valérie Vézinac qui nous a rejoint. Bonjour Valérie, vous êtes DRH donc de PwC. Merci, bravo. Anciennement Price quand même pour ceux qui n'ont pas... Mais je vous demandais justement, il y a des années que vous avez changé de marque. Absolument. Mais Price était une marque tellement forte. Frédéric Guzzi, bonjour Frédéric. Bonjour. Directeur général d'entreprise et personnel. Et donc on reste avec Marc Bruzat de Cégide et de la BU Human Capital Management. Juste une petite question, Valérie, parce que, évidemment, chez PwC, vous avez des salariés, des associés, en fait, et des personnels qui sont de haut potentiel. Le rattrapage salarial homme-femme, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Alors, j'imagine que vous devez militer pour, mais est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, là, sur l'année? C'était ça, ouais, c'est ça, sur l'année 2019. Alors, pas chez nous dans ces proportions-là. Évidemment. En revanche, je vous rejoins de ce que vous disiez sur le fait que je ne crois pas que les entreprises aujourd'hui réagissent à celui qui réclame le plus. Ouais, j'avais lu ça, moi, ça me plaisait bien. En revanche, sur le plan de la carrière, qui est quand même un facteur d'évolution des salaires, il est quand même, ça fait partie des poncifs, mais c'est une réalité. Les femmes attendent quand même beaucoup plus longtemps d'être prêtes à enlever la main pour une évolution de carrière qu'un homme. Donc, dans la série des modes de fonctionnement, on le constate quand même. Donc ça a une influence sur la rémunération. Je crois que c'était en fait ça qui était écrit dans l'étude que j'ai mal lue. C'était davantage ça. Et là, on tombe sur ce fameux syndrome d'imposture, sur j'en suis pas capable, sur... les femmes ont un peu plus de mal à lever la main rapidement que les hommes. Mais vous y travaillez? On y travaille. Vous vous soignez. Avec les femmes et les hommes, et on se soigne. Alors non, mais ça va me permettre juste de dire un truc, c'est la valeur d'exemple qui est là-dessus très très importante. Et donc, une fois encore, je lance cet appel que je lance à chaque fois que je passe à l'antenne de Bismart. Mesdames les dirigeantes, venez nous voir. Et les dirigeantes de vraies grosses boîtes. Voilà. J'ai énormément de jeunes femmes qui montent des startups, c'est formidable. Mais les dirigeantes de vraies grosses boîtes, absolument. Prenez du temps, venez, c'est important. J'entends partout accélération de tendance. Frédéric, je vais démarrer avec vous. RH post-Covid. Alors d'abord, est-ce qu'on peut parler de RH post-Covid? Et si oui, s'il y a des accélérations de tendance, sur quel point est-ce que vous avez identifié? Ouais, alors il y a un RH post-Covid. Il y a une accélération de tendance, ou il y a une amplification d'un certain nombre de tendances qu'on avait pu voir avant. Et donc le RH post-Covid, c'est l'amplification de la dimension stratégique. Alors ça fait un peu général comme non mais allez-y. De la dimension stratégique du RH dans l'entreprise. Peut-être qu'à une époque on se posait la question, est-ce que les RH sont vraiment une fonction stratégique, c'est des sciences molles, c'est des assistantes sociales, c'est je sais pas quoi. Puis il y a le directeur financier qui lui a la dimension stratégique. Pilote les investissements, pilote les charges et les ressources. Ce qu'on a vu avec le Covid, c'est que le RH, il était central en matière d'investissement. Ce n'est pas le même type d'investissement. Vous parliez il y a un instant de capital humain. Voilà, c'est un investissement dans un autre type de capital, mais c'est cet investissement-là. Et comment on le fait fructifier, comment on le fait fonctionner correctement et comment on l'investit pour le futur. Et le futur, comme il est un peu incertain,
Le RH, c'est un gestionnaire d'incertitude, un gestionnaire de risque, donc investissement dans un environnement de risque et dans l'incertitude. Donc, Nouvelle place des RH dans l'organisation, Valérie, vous êtes d'accord avec ça? Alors oui et non. C'est vrai que ça a mis un coup de projecteur, mais en même temps sur des sujets qui étaient traditionnellement dévolus au RH, c'est-à-dire la santé, tout ce qui est bien-être et prévention. Maintenant, il faut transformer, c'est-à-dire il faut vraiment, et là je vous rejoins, arriver à ce que les DRH se positionnent comme des facteurs de performance et apportent vraiment la performance à l'entreprise. Tout à fait. On sait que la performance seulement financière, c'est dépassé. Il faut maintenant que le DRH prenne toute sa place sur la performance globale de l'entreprise. Marc, accélération de tendance, mais restons sur cette idée d'un nouveau positionnement possible des RH dans l'organisation. Moi, je suis d'accord avec Frédéric. Je pense que le DRH s'est retrouvé en première ligne ces derniers mois. Parce qu'il fallait protéger les salariés, parce qu'il fallait switcher beaucoup de gens en télétravail, parce qu'il fallait faire tout ce qu'il faut pour mettre en place les évolutions légales liées à tout ça, accompagner les managers dans le management de gens confinés en télétravail, pas simple. Donc je pense que le DRH a été en première ligne et que cette première ligne, il va la garder encore un peu, parce qu'on est dans une période où tout ça n'est pas terminé. Très étrange. Où on est un peu in between le présentiel, le télétravail, où on a progressé digitalement parlant. On a fait en 2 mois ce qu'on aurait fait normalement en 2 ans. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de transformations. Et puis beaucoup d'entreprises ont souffert. Donc elles doivent se réorganiser, se redéployer. Donc je pense que le DRH a un rôle central dans beaucoup de ces évolutions-là. Valérie, alors, retour au bureau chez PwC. J'imagine que, alors, là encore, population qu'on imagine très agile, très digitalisée. Vous avez pu basculer en télétravail avec une grande facilité. Enfin, je dis ça, j'énonce des évidences, vrai, faux. Alors, et puis à un moment, il faut ramener tout le monde, ou pas. Alors, quelle est justement la façon dont vous évoluez? Il y a une partie qui est réelle, c'est-à-dire qu'avant la crise sanitaire puis économique, on avait déjà des pratiques qui étaient quand même assez évoluées, avec une structuration du digital qui nous permettait de collaborer à distance, qui nous permettait vraiment d'être très agile à distance. On a une population avec une moyenne d'âge de 32 ans, donc vous imaginez que c'est plutôt des personnes qui sont assez avides de pratiquer tout cela. Avides. En revanche, c'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire que c'est probablement aussi des typologies de salariés les plus jeunes qui ont souffert pour d'autres raisons pendant le confinement, parce que on est dans des petits appartements, parce qu'on est plusieurs à télétravailler en même temps, parce que tout à coup on est isolé, parce qu'on n'a pas forcément sa famille autour de soi, on se retrouve tout seul, et donc c'est pas si simple que ça. Et finalement, la dimension psychologique, on a dû la prendre en charge globalement dans l'entreprise et apporter du soutien. Et c'est pas forcément les plus âgés qui ont fait appel le plus. Vous avez une statistique là-dessus, je crois. Oui, on en parlait tout à l'heure. Ouais. J'ai lu que à peu près 50% des collaborateurs de moins de 35 ans ont trouvé compliqué de prendre des décisions en télétravail. Ouais. Et ils le disent pas forcément à leur manager. Donc je pense qu'un des enjeux d'aujourd'hui dans nos entreprises, c'est comment on adapte notre management, notre leadership à ce genre d'organisation et aux besoins de chacun. Frédéric. Ouais, alors, juste pour compléter, il y a une autre étude du sociologue Marc Dupuis qui montre même que 50%, alors je ne sais plus si c'est 49 ou 51, mais c'est autour de 50% des moins de 30 ans souhaitent revenir au bureau. C'est-à-dire que l'idée qu'ils se complaisent dans le télétravail ou dans un travail à distance ou à domicile, sans collectif, le collectif manque énormément à l'ensemble des populations et aux plus jeunes également. Qui l'eût cru quand même. Tout à fait. Je crois que tout à l'heure, d'ailleurs sur ce sujet-là, sur la question du collectif, je pense que ça... Alors, on en parlait un petit peu, il y a la question de l'engagement des collaborateurs qui semble être... Très bien, allons-y là-dessus, effectivement. Essentiel parce que quand on dit accélération, quand on dit zoom sur des tendances, je pense que c'est un vrai sujet parce que, sans parler Valérie, la façon dont sont comportés les employeurs pendant
à la période de de confinement, et dont ils vont se comporter aujourd'hui en accompagnement de leurs salariés, va entraîner un positionnement des salariés en matière d'engagement. Yes. Et je pense que c'est assez essentiel. Donc on le voit. Alors évidemment, il y a les populations, on va dire cadres, voilà. Mais donc Entreprises et Personnels, on est une association d'entreprises où on travaille avec centaines d'entreprises dans tous les secteurs industriels, avec des populations qui sont cadres, mais qui sont également non cadres et qui sont en production. Et on a des situations qui sont extrêmement variées, et les gens n'ont pas choisi leur situation. Il y a des personnes qui ont été en usine en production, qui ont été mis en activité partielle, ils l'ont pas choisi. Il y a des personnes qui se sont retrouvées effectivement en télétravail. À témoigner, pareil, ils se sont trouvés dans des situations un peu compliquées, avec des apparts qui n'étaient pas forcément adaptés, avec des enfants, avec des choses comme ça. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils doivent... C'est pour ça que je faisais le lien avec le collectif. Ouais. Et ces gens-là, maintenant, ils doivent revenir travailler tous ensemble, avec des vécus qui sont extrêmement différents. Et pourtant, on doit maintenant tous les remettre ensemble et faire en sorte qu'ils bossent ensemble. Et aujourd'hui, je pense que c'est... pour témoigner en tant que DRH, je pense que c'est un vrai sujet de reconstruire ces collectifs qui ont vécu des situations, avec des gens qui ont vécu des situations hyper différentes pendant la période de crise, de confinement. Et y compris sur les populations auxquelles, sans doute, on pense le moins d'une manière générale. Il y a deux grandes entreprises en ce moment au cœur de l'actualité, Veolia et Suez. Ils ont des salariés qui ont été prendre des risques importants pour ramasser nos poubelles. Enfin, les nôtres, mais celles des hôpitaux, celles des endroits où, pour le coup, il y avait réellement des risques à prendre. Et c'est vrai. Alors, pour le coup, ces deux grandes entreprises en ont conscience et essayent de faire un maximum. Mais on se retrouve avec des situations, effectivement, qui sont des situations passionnantes à gérer, je pense, pour des DRH. Cette question d'engagement, est-ce que c'est important pour vous, Valérie, et est-ce que vous avez le besoin de le mesurer, cet engagement-là, en ce moment? Alors, c'est très important. D'ailleurs, ça a mis un coup de projecteur sur deux, trois choses, cette période, et d'ailleurs qui continue. La question de l'environnement de travail. Je viens sur mon lieu de travail, pourquoi faire? Ouais. Donc ça, c'est une question qui est assez centrale. D'ailleurs, les salariés vont dire, mais pourquoi je viens, en fait? Donc c'est quand même un facteur assez important. C'est une réponse à apporter pour créer du collectif, ça. Parce que si c'est pour venir... Et vous voulez qu'ils reviennent? Alors, ce que je souhaite et ce que nous souhaitons, c'est se mettre dans un mode de travail hybride. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de revenir au monde d'avant et de se mettre tout seul dans un open space et travailler tout seul sans parler à personne. En revanche, il y a des raisons de venir au travail, mais il faut les définir, ces raisons, et être plus clair sur ces raisons-là. C'est super intéressant. Et puis un deuxième facteur, c'est que le collectif, ça n'est pas que du collectif présentiel. D'ailleurs, on l'a vu pendant le confinement, les équipes qui ont très très bien fonctionné, et on en a eu des feedbacks, ce sont des équipes qui ont su inventer d'autres méthodes pour créer du collectif à distance. Et parfois même, on a eu des feedbacks qui nous disaient, mais finalement, moi j'étais plus en contact avec mon management que je ne l'étais auparavant. Parfois même aussi, parce que la visio, etc., on avait finalement des sujets de discussion finalement qui étaient aux confins de la discussion un peu générale, privée, professionnelle, parce que finalement, sans pénétrer dans le privé de l'autre, finalement, on était un petit peu invité dans la pièce de travail. Donc tout ça fait que le collectif s'est créé autrement. Et le troisième point, c'est le management, où en fait, ça a mis un coup de projecteur sur ceux et celles qui ont vraiment pris à cœur d'être en contact avec leurs équipes, et ceux qui ne l'ont pas fait. Donc auparavant, c'était un peu un ventre mou, donc on ne savait pas trop comment ça se passait, etc. Et là, ça a vraiment mis un coup de projecteur parce que les salariés ont renvoyé le feedback que c'était clé pour eux d'être en contact avec leur management. Marc, sur le management à la française, on dit beaucoup qu'on attachait, et j'en parle au passé, trop d'importance au présentiel par rapport à la réalité du travail. On parlait assez souvent, d'ailleurs, de surprésentiel d'un certain nombre de salariés français. Ça peut peut-être évoluer. On peut passer d'un management, finalement, de travail effectif ou de tâches réalisées par rapport à un management de présentiel et de taux horaire. Est-ce que vous voyez quelque chose comme ça? Il faut aussi faire attention au surinvestissement professionnel à distance. C'est aussi une chose, je pense, auquel, Valérie, vous faites attention. Ouais. Oui. Dans nos métiers, ça peut être aussi le cas. Moi, quand je pense à beaucoup de nos clients et même à nous, Cégide, aujourd'hui, on a beaucoup de nos collaborateurs. La moyenne d'âge chez Cégide est de l'ordre de 35-40 ans. Beaucoup de nos collaborateurs nous attendent.
vous, DRH et dirigeants, sur et maintenant comment on fait, et maintenant comment on s'organise. Ouais. Et je suis parfaitement Valérie sur le fait qu'on doit trouver un mode hybride qui associe du présentiel, parce qu'on a besoin du collectif, on a besoin de se voir, on a besoin de communiquer à la machine à café et tous ces rituels qu'on a dans l'entreprise. Mais le télétravail, on s'est tous rendu compte que ça marchait le télétravail. Beaucoup d'entreprises ont fait à distance beaucoup plus et beaucoup mieux qu'elles ne l'imaginaient avant. Dans une période particulière quand même. Oui. Où on était tous boostés par... C'est pour ça qu'à mon sens, un enjeu des DRH aujourd'hui, c'est de trouver le bon dosage qui permet le collectif, qui permet aussi économiser du temps de transport. Nous qui sommes parisiens, pour beaucoup de nos collaborateurs, c'est important. Voilà, je pense qu'il y a un enjeu et l'engagement, il va être de nos collaborateurs de bureau. Hein. Moi, quand je pense à cela, je pense à ce genre de collaborateurs, aux réponses qu'on va apporter sur ce sujet-là. Frédéric, quand Valérie dit il faut maintenant leur donner de bonnes raisons de retourner au bureau, moi je trouve ça formidable. Enfin, je sais pas, mais alors pour le coup, pour le DRH, c'est une mission extraordinaire. Ouais, alors je retiens aussi ce que Valérie a dit sur le mode hybride, hein, parce que je pense que c'est là je dirais l'avenir, on va dire. C'est une accélération, parce que c'était déjà dans les tuyaux avant le confinement, mais aujourd'hui avec la contrainte de la sécurité sanitaire et la nécessité que les gens se retrouvent, je ne vais pas refaire tout le discours sur l'importance de l'informel, vous en avez parlé Marc un instant avec la machine à café. Si on veut mixer les deux dans la période, de toute façon, la question c'est comment on fait de l'hybride. Mais après l'hybride, et ça me permet de faire le lien avec votre question aussi sur le management que vous avez évoqué, elle doit être au service, on doit la mettre au service de quelque chose, on doit le mettre au service de quelque chose. Et d'un point de vue managérial, en fait, le distanciel a fait passer un management. Oui, on avait un management extrêmement basé sur le présentiel, oui. Vraiment sur le présentiel et sur le contrôle du temps de présence, au moment où on est assis à sa chaise, etc. Oui. Et on avait donc un management de contrôle. Et c'est vrai qu'on est passé, alors il va falloir qu'on prenne du recul parce qu'on était dans une période particulière, mais on est passé d'un management de contrôle à un management basé plus sur les résultats, sur la confiance, voilà. Et d'ailleurs, c'est un phénomène que Frédéric, c'est une super phrase, ça. Passer d'un management de contrôle à un management de confiance. On utilise. Mais oui, mais c'est un enjeu très très important. Aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises. Alors voilà, nous, vous savez, on travaille sur les tendances, on réfléchit sur un certain nombre de tendances et puis on accompagne certaines boîtes. Les entreprises aujourd'hui, en dehors effectivement de la question essentielle de comment je fais pour organiser de l'hybride, comment je fais pour inciter les gens à revenir de temps en temps, leur question c'est, je me suis rendu compte que d'un point de vue managérial, je ne pouvais plus faire pareil. Comment je capitalise sur cette période pour mettre en place un management qui est un management de confiance. Et il y a des grands plans de transformation du management qui sont mis en place dans un nombre d'entreprises absolument phénoménal. Marc, mais 3 secondes, on est au bout. Oui, et ça souligne aussi l'enjeu de communication dans le management. Ah oui. Avant, quand les gens venaient au bureau, il suffisait qu'on se voit, qu'on se regarde, il est là, il travaille, tout va bien. J'ai managé. En télétravail, c'est plus ça. Ouais. Il faut se parler, il faut avoir des points. Et le comment vas-tu en télétravail, il est différent du comment vas-tu de politesse qu'on se donne le matin. Donc je pense qu'il y a tout un enjeu de management. Et les DRH ont un rôle important à jouer là-dessus. Mais vous voyez Valérie, en fait c'est Frédéric qui avait raison, vous êtes revenu au centre du jeu. Je suis ravie. Vous êtes revenu au centre du jeu. Bon, merci à tous. Dernière partie de cette émission Rebond en partenariat avec Cégide. C'est les startups qui vous aident aussi évidemment à travailler dans le domaine des ressources humaines. La start-up, donc, pour terminer, Dieu sait qu'elles sont dynamiques, nombreuses, foisonnantes dans le secteur des RH. Fantastique. Fantastique. Presque trop, vous êtes presque sursollicité par l'ensemble des innovations qu'il peut y avoir aujourd'hui. Il y a un foisonnement extraordinaire dans plein de domaines, dont celui de monsieur. Non mais, et puis Marc, il dit foisonnement, le foisonnement de Bloom at Work. Oui, bon, Charles,
Charles de Fréminville. Charles, fondateur de Bloom at Work. Racontez-nous ce que c'est que Bloom at Work et ce que vous voulez faire. Ce qu'on veut faire, c'est participer à cette grande révolution du monde du travail. Et donc, on propose une solution qui permet de mesurer, d'analyser et d'améliorer l'engagement des collaborateurs au travail. Et quand je dis mesurer, c'est qu'en fait, on envoie des enquêtes collaborateurs courtes, de 2 minutes, mais fréquentes, par exemple tous les mois, pour suivre le moral des collaborateurs au fil de l'eau. Et donc, par exemple, pendant le confinement, comment est-ce que les collaborateurs ressentaient cette situation-là, comment ils appréhendent cette rentrée. Et donc, on arrive à avoir des tableaux de bord, équipe par équipe, pour voir comment va l'équipe marketing en ce moment. Ça se fait sur portable, j'imagine? Ça se fait sur portable, sur tablette, sur ordinateur. C'est ultra gamifié? C'est gamifié, c'est très ludique. En fait, on veut aussi arriver à rendre ça moins angoissant. Vous savez que la grande enquête annuelle qu'on redoute et on se dit là, il faut que je vide mon sac, ou au contraire, il faut que je sois très politiquement correct. Là, on est sur un ton très ludique et très familial presque. Le sujet, c'est, je vais vous le dire un peu brutalement, à quoi ça sert? C'est-à-dire, à quoi ça sert? C'est-à-dire, ok, c'est encore le boulot qui me demande mon avis. Tout va bien, 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 me fatigue pas. Alors, au revoir, j'ai fait mes 2 minutes. Il y a 2 trucs. C'est on est quand même dans une société dans laquelle la notation devient le nouveau standard, le nouveau normal. J'ai un Uber, j'ai une série, je vais noter. Et maintenant, pour les entreprises... Oui, mais enfin là, c'est mon corps social quand même. C'est pas un Uber, c'est pas une série. C'est juste pour dire l'usage. Ouais. L'usage de notation, il est là. D'accord. Et maintenant, l'importance et l'intérêt, il est aussi là pour le collaborateur comme pour l'entreprise. Parce que le collaborateur, effectivement, il aime bien s'exprimer, il aime bien dire les choses, parce qu'il n'a pas tout le temps l'opportunité de dire les choses. C'est vrai. Et puis pour l'entreprise, on parlait d'engagement collaborateur, mais comment est-ce qu'on peut avoir une démarche structurée si derrière on n'a pas des chiffres, on n'a pas des faits? Et donc plutôt que de se baser sur Radio Moquette en disant tu penses quoi toi de ceci cela, là on a un chiffre sur justement tout le corps social qui peut s'exprimer clairement. Marc, comment est-ce que vous regardez ces initiatives? Moi, je suis complètement d'accord avec Charles. Je pense qu'il faut passer de l'enquête annuelle où on se remémore qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an, à quelque chose de plus court, plus fréquent. Je pense que c'est ça que vous proposez, Charles. Exactement. Et c'est un peu comme, est-ce que c'est mieux de parler à son manager 1 fois par an pendant 2 heures ou de parler un peu avec lui chaque mois? J'ai pas de doute là-dessus. Moi-même, je me faisais l'avocat du diable, mais il se trouve que je baigne en ce moment dans les RH. Ils sont tous ultra demandeurs de solutions comme la vôtre, Charles, mais vous êtes très nombreux à solliciter les RH sur des solutions comparables. Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'elle a de plus, la vôtre? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Quelle est la barrière à l'entrée ou l'innovation de rupture que vous apportez aux ressources humaines? Il y a plein de solutions parce qu'il y a plein de problématiques. Ouais. Et effectivement, nous, oui, mais là, sur justement l'engagement, le moral, des choses comme exactement. ça, c'est... Déjà, il y a une pierre qui est fondamentale, c'est que le moral, il faut le mesurer, le quantifier. Parce que sinon, effectivement, on peut faire du team building, on peut faire du yoga, on peut faire plein d'animations derrière. Si ça ne correspond pas aux besoins du collaborateur, on ne va pas y arriver. Yes. Et nous, derrière, on va essayer de le mesurer. Et on va le mesurer effectivement avec cette tonalité, cet univers Bloom qui effectivement fait que les gens ont confiance entre guillemets dans cette interface-là. Et comme on a un tiers neutre, eh bien les gens vont pouvoir répondre en vérité, ou en tout cas aussi proche que ce qu'ils pourraient exprimer dans des situations claires. Donc on garantit l'anonymat. Et on fait tout ça effectivement avec un algorithme aussi qui permet derrière de recommander des actions en fonction des résultats. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc si effectivement j'ai dit que l'esprit d'équipe était pas top, et la plateforme va dire vous pouvez faire ceci et cela pour améliorer l'esprit d'équipe. Fondamental, Charles, si on mesure et qu'il ne se passe rien derrière, alors le remède est pire que le mal, on est d'accord? Complètement d'accord. Ouais. Alors, il se trouve que je discutais dans ce bouillonnement RH avec l'un des experts de Cégide en charge de la data qui me disait, vous savez, aujourd'hui, il serait même possible quelque part que vous ouvriez votre laptop et que la caméra en reconnaissance faciale envoie tout de suite au manager il va bien, il va pas bien, il fait la gueule, il est en pleine forme, etc. Et on se disait, peut-être on touche les limites du modèle, on touche les limites. Oui, je pense qu'il y a une certaine mesure à trouver là. Non, mais respect de la vie privée, de l'anonymat, de toutes ces choses-là vont être très très importantes quand même dans l'ensemble des enquêtes que vous allez lancer et que tout le monde va lancer. C'est absolument essentiel et donc il faut garantir que les résultats sont groupés par équipe avec une taille minimum d'équipe parce que si on fait une équipe de 2 personnes, c'est pas super anonyme. Ouais. Donc c'est un point absolument essentiel. Et puis effectivement, on n'est pas non plus dans du flicage des managers pour dire lui il a une bonne équipe avec des bonnes notes et puis l'autre il en a pas. Donc l'idée c'est d'arriver à progresser collectivement. Merci les amis, merci Charles, merci Marc de nous avoir suivis sur cette émission, donc ce Smart Rebond en partenariat avec Cégide. Et évidemment, on se retrouve très bientôt.